En fait, j'ai vraiment l'impression que le UX va changer, va devenir vraiment beaucoup plus intégré en marketing, puis beaucoup plus intégré dans les différentes expertises. En ce moment, tout ce qui est marketing, on parle énormément de résultats, on regarde nos meilleurs taux de conversion, les meilleurs taux d'engagement, on veut avoir les premières positions sur Google, les meilleurs taux de clics, avoir vraiment les meilleures statistiques, puis j'ai l'impression quelque chose qui manque énormément dans tous les domaines du marketing, que ce soit SEO, SEM, c'est la réflexion UX en arrière de tout ce qu'on a vu aujourd'hui qui était relativement très intéressant. Les méthodologies que le UX utilise vraiment pour évoluer le design. Donc, je suis un généraliste, j'ai bougé beaucoup, j'ai changé énormément de jobs. J'ai commencé il y a 8 ans en e-commerce pour L'Oréal Canada. Donc, j'ai aidé L'Oréal Canada à développer leur boutique e-commerce. J'étais un petit stagiaire qui rentrait avec des gens en marketing qui ne savaient rien du e-commerce. Puis, on a décidé de tout bâtir ça au fur et à mesure. J'ai appris à faire des promotions, des calendriers de promotion, spammer les gens d'infolettres jusqu'à temps qu'ils achètent des milliers de dollars en shampoing. J'ai appris à bâtir des outils de diagnostic. Quand vous dites c'est un gars qui me diagnostiquait mes cheveux pour savoir quelle est la meilleure solution de shampoing pour moi, j'ai fait des blogs de styliste. Donc, je me suis développé des compétences qui étaient vraiment hors de ce que j'ai appris à l'université. Honnêtement, la seule chose que je me souviens de l'université, c'est penser aux clients, penser aux clients, penser aux clients. Ensuite, j'ai toujours eu un petit goût amer quand j'étais chez L'Oréal. C'est tout ce que je faisais, on me demandait de justifier par des résultats au niveau des revenus. Quel va être l'impact au niveau des revenus? Puis, tu sais, je me souviens, dans ce temps-là, on faisait des beaux concours sur Facebook Gaieté là, pour aller chercher des courriels, puis se dire, hey, le fait que je vais acquérir 7000 courriels à 7 $ le courriel sur Facebook, après, je vais les transformer en clients en les spammant de courriels d'offres promotionnelles. Puis ça a changé énormément. Puis aujourd'hui, on parle de plus en plus de marketing de contenu. Puis à l'époque, je m'étais essayé d'en faire, mais le inbound marketing, il n'était pas encore inventé. Donc, je savais pas trop ce que je faisais. J'y allais tout croche, puis je testais. La méthodologie agile, je faisais ça. Donc, je testais les trucs, je regardais si ça marchait, puis je regardais les résultats par la suite. Mais souvent, on me demandait de justifier au niveau des ventes, puis je n'étais pas capable de le faire. Donc, j'ai décidé de tout lâcher le e-commerce. Je me suis dit, c'est pas ma place. Je vais m'en aller comme consultant pour les PME. Donc, je me suis lancé au Saguenay. Ma blonde est médecin, elle bouge beaucoup, je la suis. Donc, j'ai fait environ 8 villes différentes au Québec. J'ai un accent de partout et de nulle part en même temps. Donc, je me suis retrouvé au Saguenay. J'ai fait de la consultation pendant 3 ans au Saguenay à aider vraiment des petites entreprises à faire du SEO, SEM. En fait, je voulais faire du SEO, ça me passionnait, mais les entreprises voulaient le résultat plus rapide. Donc, j'ai fait beaucoup d'AdWords. Je me suis concentré juste à faire du AdWords. Je me suis monté un inventaire de 300 000 par année en AdWords. Je me faisais plein de plaisir, mais j'avais encore ce goût amer-là que je ne répondais pas vraiment aux besoins du client. Puis, je ne pensais pas à l'utilisateur, puis je ne pensais pas à sa réalité à lui. Je faisais juste attirer du monde, les convertir en lead, puis ils se débrouilleront avec le client par la suite. Donc, ma blonde a été transférée à Sherbrooke. Donc, je me suis retrouvé à Sherbrooke à travailler en inbound marketing pour une grande entreprise. En fait, c'était une PME, c'est rendu une grande entreprise. Ils sont passés de 200 employés à 500 employés cette année. Ça s'appelle ShareWeb. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est rendu un des plus gros distributeurs cloud au Canada puis en Amérique du Nord. Je me suis occupé pour le lancement de leur division ERP et CRM, puis j'ai vraiment aimé la présentation de GDA. C'était vraiment intéressant à voir comment une entreprise développe le UX pour des logiciels comme ça. Souvent, ils sont
horribles, qui ne sont pas designés et pensés pour l'utilisateur. Donc, je me suis lancé là-dessus, j'ai fait du inbound marketing, donc créer du contenu le plus possible pour vraiment attirer des clients. Ça a super bien été, puis je me suis fait headhunter par une entreprise en CRM pour transférer à Montréal. Là, je suis rendu à faire la route à chaque jour. Donc, je suis assez fatigué ces temps-ci, donc je vais essayer de continuer ma présentation puis avoir du plaisir avec vous autres aujourd'hui. Donc, j'aime le UX, j'aime le design, mais je suis un mauvais designer, donc je prends des templates sur TeamForest puis je m'amuse à changer un peu pour rendre ça beau. Aujourd'hui, je vais essayer vraiment de parler du changement dans le temps, de parler vraiment que l'expérience il est au centre des entreprises. Vraiment, on pense à des stratégies de contenu, puis on en voit de plus en plus. Puis, stratégies de contenu, c'est pas juste des blogs. Tu sais, par exemple, j'adore ce que Canadian Tire ont fait avec leur site web. Là. Nombre de fois que je cherchais un employé dans ce magasin-là, puis maintenant, je rouvre l'application, puis je suis capable de trouver les produits dans quelle allée ils sont. C'est vraiment une petite innovation qui rend ma vie beaucoup plus facile. Donc, toutes ces innovations-là font en sorte que je développe des comportements, puis je développe des compétences que je n'avais pas avant. Par exemple, j'ai rénové mon sol grâce à une chaîne YouTube qui s'appelle Les Rénaux d'Alex. Mon frère, il est allé faire 10 fois pire. Il a construit une maison de 500 000 à Stoneham avec YouTube. Là. OK, il est manuel, il est vraiment bon, il l'a naturellement, mais Canac, il ne devait pas savoir qu'est-ce qui est arrivé. Mais mon frère s'est présenté là avec des factures de 50 000 $ à acheter des matériaux. Hey, il y a un super client qui vient de pousser de nulle part. Mais c'est grâce à YouTube, grâce au contenu numérique. Je me suis fait prendre par Instagram. J'ai décidé de devenir un coureur pour me mettre des photos de moi dans les courses de 5 km, disant que j'allais courir super vite. Puis aussi, j'ai été poussé un peu par mon beau-père parce qu'il court le 5 km en bas de 20 minutes. Il a 60 ans, donc extraordinaire. Donc, je me suis mis à courir, puis avec des applications comme Runtastic, du contenu sur le web, j'ai réussi à vraiment améliorer mon temps. Maintenant, je cours en bas de 4 minutes le kilomètre. Donc, je suis rendu à essayer de compétitionner sur mon beau-père grâce au contenu que j'ai trouvé sur le web. Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé, c'est j'ai eu la première fois, comment vous appelez ça, un pôle numérique interne. Donc, j'ai eu pour la première fois, au lieu d'utiliser des freelancers, des designers, vraiment une équipe interne complète au niveau du numérique. J'avais un designer UX, spécialiste de contenu, spécialiste en médias sociaux, intégrateur, développeur. Name it, on avait une équipe complète dédiée aux stratégies qu'on faisait. Vraiment le fun, vraiment plaisant. Mais je me suis rendu compte d'une difficulté, c'est on ne réfléchissait pas ensemble, on ne pensait pas au rôle des autres. La personne du SEO se concentrait d'avoir le plus de visites, les meilleurs taux de clics. Le designer espérait d'avoir les meilleures bannières, les meilleures landing pages qui convertissent le plus. La personne au niveau du paid media s'assurait de bien connaître son audience puis bien segmenter. Mais il ne pensait pas au SEO, il ne pensait pas au UX, puis il travaillait tout le monde en silo. Donc, notre designer, honnêtement, je l'adorais. Je ne travaille plus avec, malheureusement, donc vu que j'ai changé de poste. Mais je l'adorais parce qu'il était capable d'optimiser une bannière jusqu'à temps que ça crée un problème. Sa bannière devenait tellement performante que les gens cliquaient parce qu'ils trouvaient la bannière intéressante et qu'ils étaient vraiment piqués par la curiosité. Même notre représentante chez LinkedIn nous regardait genre « Mais c'est quoi cette bannière-là? Pourquoi qu'il y a un taux de clic de 1,5 % quand la moyenne de l'industrie dans du display advertising, c'est du 0,05, 0,03. Donc, comment tu réussis à faire ça? Moi, j'étais en arrière, mais il a scrappé toutes mes landing pages parce que le monde ne convertisse plus. Il aime trop ces bannières, ils font juste cliquer pour cliquer. Donc, c'est vraiment une chose essentielle qui manquait, c'était la vue d'ensemble. Tu sais, oui, des designers UX vont penser à la landing page. C'est vraiment un graphe de Gartner que j'adore, je les mets dans toutes mes présentations. Souvent, le monde qui ne sont pas en marketing numérique ont mal au cœur en regardant ça. Donc, chacun de nos domaines vit à part. On a des petits touch points, on se parle un peu, mais
on se parle pas nécessairement tout le temps. Puis on a eu un cas, c'est ShareWeb est une marque connue à l'international, c'est un distributeur. Puis on voulait vraiment se faire connaître pour Microsoft Dynamics 365. Puis on a décidé de travailler beaucoup au niveau du contenu, puis au niveau du référencement. Mais la difficulté, c'est si on crée du contenu pour réussir à référencer, ben, il nous faut quand même relativement beaucoup de contenu. Puis en même temps, il faut réussir à bien présenter qui est notre entreprise, les valeurs, puis transmettre un message émotif. Donc, on a travaillé tout le monde sur ce projet-là, puis on s'est retrouvé avec un wireframe de 30 000 pixels. 30 000 pixels pour les designers sont en train d'avoir une crise cardiaque dans la salle. Mais c'est plusieurs problématiques, autant au niveau UX, au niveau rédactionnel, au niveau SEO, ont fait créer ce monstre-là. Puis je ne vais pas vous le montrer parce que c'est vraiment un monstre, puis je ne suis pas fier. Donc je l'ai caché, puis on a tout défait le projet, puis on a décidé de le refaire. Donc mon designer UX, il est arrivé, regarde, Fred, avec tes 2500 mots, je vais chercher une manière d'optimiser la page puis d'optimiser le UX pour faire en sorte que les gens lisent plus. On le sait, le monde ne lise pas sur le web, puis je vais en parler dans pas très longtemps. Donc, il est allé chercher une belle étude de 1997. J'étais né, j'avais 10 ans. Mais c'est une étude qu'ils ont testé. Ma fonte est vraiment mauvaise. Donc, ils ont testé un gros paragraphe de contenu versus des points de forme sur le web. Puis, ils ont vu que les gens retenaient 124% plus l'information en point de forme versus le gros paragraphe. Donc, les statistiques le prouvent, le monde ne lise pas. On devrait arrêter de mettre du contenu sur les sites web, juste mettre des images, des vidéos, rendre ça le fun. Ça va finir là, puis on n'a plus besoin de mettre de contenu. Renvoyons tous les rédacteurs puis les créateurs de contenu de ce monde parce que le monde ne lise plus. 20 à 30%, ça sert à quoi d'écrire si le monde va lire seulement 20 à 30%? Bien, d'autres graphes, c'est vraiment le fun. Plus qu'il y a de contenu dans une page, plus que les gens vont rester dans la page. Donc, oui, c'est la logique, là. Je pense que n'importe qui aurait pensé, rajoutons du contenu, le monde va rester plus longtemps sur la page, ça a du sens. Moi, la statistique que j'adore, c'est le fait qu'à partir de 300 mots, peu importe ce qu'on fait, les gens vont lire encore 20 à 30%, puis ça va rester là. Donc, si je fais une page de 15 000 mots, ils vont lire 20 à 30% de mes 15 000 mots. Donc, si je fais du 30 000 mots, ben, ça veut dire qu'ils vont lire 6 000 mots. Je pense pas, là, il doit avoir une fin, puis ça doit terminer quelque part. Mais la chose qui est arrivée dans ce projet-là, c'est... Merci, Jean-Michel. C'est notre équipe ressemblait à ça dans les meetings. Ça tournait vraiment tout croche. Chacun défendait son milieu, chacun défendait son expertise. Moi, j'étais le bonhomme rouge, là, je ressemblais à ça. Moi, je voulais des résultats, la performance, le SEO. Donc, je suis vraiment arrivé avec mes contre-arguments de SEO, de ranking, de position. Donc, de plus en plus, on voit un phénomène, c'est avec les updates, avec les changements de Google, il nous requiert de plus en plus de pertinence dans notre contenu pour faire en sorte qu'on puisse avoir la première position. La problématique d'une corrélation comme ça, c'est qu'on ne sait pas de quel sens qu'elle fonctionne. Est-ce que c'est le fait qu'il y ait beaucoup de monde en page qu'on rank en première position, ou bien c'est le fait qu'on rank en première position, que c'est intéressant, on rajoute des mots dans la page. Mais l'impact que ça a, c'est qu'il faut se dire que l'utilisateur s'intéresse à des pages qui répondent à ses besoins, puis qui répondent précisément à ses besoins, mais ils vont continuer de lire seulement 20% de qu'est-ce que tu as à dire. Donc, il faut que tes titres et tes sous-titres soient performants pour engager le consommateur au niveau des paragraphes, au niveau des images, puis faire en sorte que le comportement de l'utilisateur lise le 30% que tu veux qu'il lise. Puis c'est ça qu'on manque en UX, qu'on manque en writing. Souvent, on a oublié de créer le contenu qu'on veut que les gens lisent. On se dit, on va mettre des choses très importantes dans des petits paragraphes, dans des petites lignes qu'on va oublier.
Google m'a fait une surprise à ma fête l'année passée. Ils ont décidé de continuer avec le nom Fred pour leur upgrade. Donc, je trouvais ça le fun, je trouvais ça cute à le présenter. En gros, l'update Fred, qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'ils ont tué tous les annuaires, tous les sites qui avaient peu de contenu, mais qui référençaient juste parce qu'il y avait une forte autorité de domaine. Donc, ils se sont attaqués à cet univers-là du faible contenu, des sites qui n'ont pas de valeur pour le consommateur, puis qui ne délivrent pas une originalité pour le client. Puis ça continue de changer. De plus en plus, il nous faut plus de mots, plus de contenu. Pourquoi? Parce que si moi j'écris plus, mon compétiteur va se mettre à écrire plus, puis on va se battre sur cette pertinence-là, puis le contenu, puis ça devient maladif. Là. Je suis certain aucun UX designer voudrait avoir le problème de créer une page avec 2000 mots. Ils vont tous me regarder, t'es malade, on va finir avec une page plus impossible qui va faire 30 000 pixels, puis que le consommateur va finir par s'emmerder dans la page parce qu'on n'aura rien à dire. Mais la réalité, c'est notre contenu va devoir être de plus en plus riche, puis on le voit sur d'autres statistiques. Si le contenu il est riche, qu'il y a plus de 2000 mots, bien, les gens le partagent beaucoup plus sur les médias sociaux. Si le contenu il est riche, les gens créent des liens externes beaucoup plus. T'sais, on se dit souvent en SEO comment on acquiert plus de backlinks, on fait des collaborations, on contacte plein de monde. Mais juste à écrire des articles beaucoup plus pertinents, du contenu beaucoup plus riche, bien, tu vas en avoir gratuitement. Tu ne vas pas devoir courir après tes backlinks. Est-ce qu'il y a du monde qui connaisse le concept de keyword difficulty? Yes! Il y a une personne, merci. En gros, de plus en plus, il y a des outils comme SEMrush ou Ahrefs qui évaluent l'autorité d'un domaine pour établir ta probabilité de ranker sur ce mot-clé-là si tu crées du contenu pertinent. Puis on se rend compte, un des phénomènes que je me suis rendu compte sur beaucoup de mots-clés que je travaille, qui est CRM, ERP, puis beaucoup de termes comme ça, bien, il y a une croissance du keyword difficulty. Puis c'est un phénomène qui va arriver dans les prochaines années. On va se rendre compte qu'il va être de plus en plus difficile pour les PME, les moyennes entreprises, de mériter leurs mots-clés sans avoir des pages à 2000 mots. Puis l'autre situation qui se passe, c'est les personnes en SEO, je l'ai dit tantôt, leur objectif, c'est simple, attirer du monde, bien positionné, ça fait là. Moi, honnêtement, quand je suis premier sur un mot-clé, je suis super content, puis ça se termine là. Après, je fête, je m'ouvre une bouteille de vin, puis j'ai réussi mon objectif, puis ça se termine là. Bien, vu que je suis plus marketing aussi, je pense aux conversions, mais il faut que les experts en SEO pensent aussi à l'utilisateur, pense à l'expérience que l'utilisateur vit. Tu sais, un moteur de recherche, vous l'avez toujours, je suis certain que vous l'avez tout fait, là. Tu fais une recherche, tu cliques sur le premier lien, non, tu ne trouves pas ta réponse. Tu cliques sur le deuxième, non, tu ne trouves pas ta réponse. Tu cliques sur le troisième, tu es vraiment rendu désespéré. Puis là, tu trouves ta solution, tu trouves ta réponse, tu trouves l'article que tu voulais. Puis c'est vraiment réussir à penser des méthodes titres, des méthodes description qui dit au consommateur qu'est-ce qu'il va obtenir pour quand il arrive dans la page, mais l'expérience a du sens. Pas simplement optimiser des méthodes titres, méthodes description pour avoir plus de clics. Il faut penser à l'expérience commune, puis il faut penser aussi à l'expérience de l'utilisateur sur Google. Tu sais, si on regarde, bon, on les voit pas, mais si on les regarde, ben, ils sont tous similaires, c'est toute la même chose, ils n'ont plus de valeur. Donc, si on veut vraiment créer de quoi pour l'utilisateur, il faut penser à nos méthodes titres puis créer de la valeur sur Google. Puis c'est la même chose sur les liens internes. Il y a un concept qui parle de... Tu sais, souvent, qu'est-ce qu'on essaie de faire en SEO, c'est créer des liens entre les différentes pages pour créer un storytelling. Donc, faire en sorte qu'il y ait une bonne distribution du référencement, puis monter tranquillement du long tail keyword vers des mots-clés avec des keyword difficulty plus difficiles. Mais il faut penser à l'histoire qu'il y a derrière ça. Si la personne a fait 2 blogs, 3 blogs, bien, c'est quoi l'impact quand il arrive dans le 2e blog? C'est quoi cette situation quand il arrive dans le 3e? Hey, ça fait 3 pages qu'il consulte sur ton site, là.
honnêtement, c'est miraculeux. Aujourd'hui, on voit presque plus ça. Le monde s'en va le plus vite possible puis essaye de se débarrasser des sites. Donc, il faut continuer de donner cette expérience-là. Puis c'est là, avec des outils comme, je veux dire, Kapien. Kapien? Ouais, j'ai l'habitude de dire Sapien, je ne sais pas pourquoi, je le sais. Donc, avec des outils comme Kapien, qu'on pourrait vraiment y aller plus loin puis penser beaucoup plus, pas seulement optimisons une page, optimisons un design, optimisons un article de blog, mais optimisons l'expérience entre les pages, l'expérience complète entre le site web. Puis c'est la même chose aussi avec les sites web externes. Tu sais, je me bats à tous les jours pour acquérir des liens externes supplémentaires, puis honnêtement, cette bataille-là, souvent, malheureusement, les entreprises vont mettre mon domaine principal, vont mettre justsoft.com, pas se casser la tête. Mais tu brises l'expérience. La personne est en train de lire un blog ultra intéressant sur comment réussir son implantation d'ERP. Je sais, ça n'a pas de l'air intéressant de même, mais c'est intéressant pour des gens. Puis après, il se ramasse sur ma page d'accueil. Tu sais, renvoie-le dans du contenu qui est intéressant pour lui. Puis c'est là que j'essaie de pousser la personne qui m'a fait un backlink de changer son backlink pour que ça soit beaucoup plus intéressant. Donc, avec l'équipe, après qu'on s'aille battu avec toute l'image, Jean-Michel ne m'a pas envoyé son GIF, donc je voulais le remettre là. Mais on a fini par établir vraiment un consensus entre convivialité et SEO. Donc, le deuxième, il y a un petit paragraphe et des points de forme qui font en sorte qu'on garde la même quantité de mots, mais qui est beaucoup plus convivial pour le consommateur selon une étude de 1997. Je vais vous avouer, j'étais supposé le dire tantôt, même cette présentation-là est faite de tout le contenu que je lis sur Internet puis des choses comme ça. Je ne suis pas original, je teste les choses que je lis, j'adore les études secondaires. Puis, il y a une chose, j'ai une formation, là, 1 mois de LinkedIn. Il y a un webinaire qui se trouve sur Internet qui s'appelle « How Thought Leadership Impact Demand Generation ». Je le sais, c'est en anglais, c'est plate. On aimerait qu'il fasse du contenu en français. J'ai traduit la moitié des slides parce que je manquais de temps, j'ai changé de rôle, donc je me suis dépêché, mais je voulais vous présenter qu'est-ce qu'ils ont présenté. Parce que j'ai l'impression que les générateurs de contenu qu'on est, ou qu'on est peut-être, on a souvent une perception négative du marketing de contenu. On a une perception négative des blogs. Tu sais, qui suit des blogs ici, là? Tu sais, à peu près 10%. Mais qui cherche des choses sur Google puis qui se ramasse sur des blogs? C'est là que le comportement est différent. On a des problèmes, on cherche une solution. J'ai cherché quand je rénovais mon sol comment installer un plafond suspendu. Je savais pas comment faire ça, puis je me suis ramassé sur le site de Rona, puis après je suis allé acheter mon plafond suspendu chez Canac. Donc, parce que le rabais est dans le prix. C'est ça. Donc, c'est en B2B, mais je crois aussi que ça a un effet sur le B2C. Je suis un gars de B2B, il n'y a pas eu beaucoup de présentations de B2B, donc j'adore ça, puis j'adore parler de ça, parce que c'est ma nouvelle passion cette semaine. Donc, les décideurs d'entreprise croient en 88 à 89% que le contenu Thought Leadership, le contenu qu'une marque va créer, va avoir un impact sur vraiment l'admiration puis le respect qu'ils vont avoir envers cette marque-là. Tandis que seulement 59% des des créateurs de contenu, qui y croient. Puis ça va encore plus loin. Encore une fois, dans les 80% que du contenu marketing, thought leadership, des blogs, du contenu intéressant qu'on trouve sur Google va me créer de la confiance envers une organisation. Puis encore, le monde de marketing, on est vraiment sceptique. Donc, ça va encore plus loin. 50% disent qu'ils ont pris une décision d'achat à cause du thought leadership, à cause qu'ils ont lu de quoi tellement intéressant d'une entreprise qui se sont dit « il faut que je fasse affaire avec cette entreprise-là ». Puis tu sais, ça peut être des petits achats, que ça peut être aussi des gros achats comme des ERP. Tandis que le monde de marketing, on devient de plus en plus sceptique.
Puis le dernier qui m'a intéressé, c'est on est prêt à payer plus cher si l'entreprise avec qui qu'on travaille crée du contenu intéressant, crée de la valeur. Puis on est prêt à investir plus d'argent. Puis c'est vraiment qu'est-ce que HubSpot ont mis de l'avant énormément au niveau marketing, c'est créons de la valeur pour les gens de marketing, créons du contenu, puis ils vont finir par acheter notre solution de marketing automation. Tout ce que HubSpot fait, tout ce que Ronnie Richard fait, tout ce que Rand Fishkin fait, tous les experts en référencement, en marketing qu'on trouve sur les blogs font en sorte qu'il y a vraiment un vent de changement dans notre univers. Tout le monde sait c'est quoi l'inbound marketing? Okay. Sinon, il y a des définitions sur Internet, vous googlez, là, vous allez voir, c'est magique. Pourquoi j'ai voulu devenir directeur marketing? C'est à chaque fois que je transférais d'entreprise ou je transférais de clients, je rencontrais deux personnalités, puis je pense que c'est plus un flux. Donc, il part d'un côté que c'est le marketeur d'instinct ou le business owner d'instinct. C'est la personne qui dit « Fais ça, je le sais, ça marche, j'ai fait ça toutes ces années-là. » Puis il connaît son consommateur, puis il est capable d'avoir des résultats par instinct. Puis de l'autre extrême, c'est le marketeur de résultats, c'est j'ai fait ça, ça a attiré 1500 visites, il y a 1,5% qui ont converti, ça m'a donné 15 leads. Des 15 leads, j'ai converti 50 clients. Le problème, c'est je pense pas que le monde est aussi noir et blanc. Je crois qu'il y a du contenu qu'on consomme, qu'on devient fidèle à une marque. Je pense pas que HubSpot a raison que c'est un fil linéaire. Je suis devenu fidèle à des gens par le contenu sans devenir consommateur. Puis j'ai créé des relations avec des marques sans devenir consommateur. Puis le UX doit s'impliquer là-dedans parce que je crois qu'en optimisant l'expérience à chaque étape, on va finir par vraiment créer un environnement beaucoup plus efficace. Puis je vais vous présenter ma petite situation qui m'est arrivée il y a 6 mois. Je ne connaissais pas Ronnie Richard. Qui connaît Ronnie Richard? Donc, vous allez tout le googler puis le trouver, vous allez le trouver intéressant. Je commençais à m'ennuyer ces blogs de SEO, du Moz, puis tous les blogs de SEO, ça revenait tout au même. Donc, là, ma rédactrice, elle connaît très peu ce qui est référencement organique. Donc, je l'ai vraiment entraîné sur le référencement organique. Je me suis assis. On a travaillé beaucoup plus à changer son style journalistique vers un site beaucoup plus personnel, beaucoup plus vrai, pour vraiment parler comme si c'était un one-on-one avec le client, comme si à chaque fois que le client se ramassait sur son contenu, bien, c'était une discussion intime avec. Puis, en gros, elle se mélangeait tout le temps sur les critères de référencement organique. Donc, je me suis cherché une checklist que je pouvais télécharger et lui donner, parce que ça ne me tentait pas de la créer. Je me suis dit, il y a sûrement quelqu'un qui a fait ça sur le web. Donc, j'ai fait le premier lien, ça ne m'intéressait pas. J'ai fait le deuxième lien. Non, c'était pas ce que je cherchais, même si leur méta était tellement incroyable. Puis, hey, le premier, il était updaté en 2017, ça doit être incroyable. Puis je me suis ramassé sur le site de Robbie Richard. Je pense que son article est 15 000 mots. Ça m'a pris 7 minutes à lire. Honnêtement, vraiment intéressant. Pire UX, pire design. Il met du contenu tout croche. Mais il dit du contenu qui m'intéresse, qui m'interpelle à l'utilisateur, au consommateur. Il ne pense pas nécessairement à essayer à tout prix de me convertir en lead. Il essaie simplement de me former puis me donner le meilleur savoir pour moi. Puis il pense à l'utilisateur en premier au lieu de penser à la conversion, à l'optimisation, au lead, faire en sorte que les gens restent plus longtemps sur ces articles. Donc, après d'avoir lu, je pense, 3-4 blogs, puis resté pris sur son blog pendant une demi-heure, j'ai fini par télécharger un e-book par erreur. Je me suis fait avoir dans un sitier. Souvent, je suis le gars de marketing qui fait « Ouais, tu m'as guetté un e-book qui n'est pas vraiment intéressant, donc je ne convertis pas. » Je voulais juste donner une belle formation de 3 minutes sur les CTA. Tous les CTA en fin de blog, ça ne fonctionne pas. C'est environ moins de 6% du monde qui convertit là-dessus. Tous les CTA en angle de texte, ça fonctionne 10 fois plus.
parce que ça fait vrai. Au lieu de faire « Hey, j'essaie de te vendre de quoi », ça fait « Hey, tu veux que je te dise, tu devrais lire ça aussi, ça va vraiment t'intéresser, tu vas voir, ce e-book-là va changer ta vie. » Donc, je me suis fait avoir. C'est 3 mois de courriel. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé, puis j'ai pris le print screen parce que c'est vraiment drôle mon comportement. J'ai accepté la confirmation de subscription parce que je me suis dit peut-être qu'il va m'envoyer de quoi intéressant. J'ai pas lu, j'ai pas ouvert aucun de ces courriels pendant une couple de mois. Là, je n'ai ouvert un premier qui m'intéressait, qui disait « Hey, comment j'ai fait pour attirer 182 000 visites en 18 mois? » Je me suis dit « Hey, je suis en train de faire ça, je veux voir qu'est-ce qu'il a fait et comment je peux m'améliorer. » Donc, je me suis mis de plus en plus à vouloir lire ces courriels parce que le contenu qu'il me donnait était vraiment intéressant. Il était laid, mais il était intéressant, là. Tu sais, nombre de designers que j'ai vu passer 30 heures à faire la plus belle infolettre, lui, il m'envoie ça, là. Puis je clique, puis je download d'autres e-books, puis je crée des comportements. Ça ne marche pas dans tous les cas. C'est certain que je suis son audience, je suis son utilisateur, puis il pense à moi, il pense que j'ai pas le temps de lire son courriel. Donc, je vais mettre du texte avec du bold, avec des images tout croche, puis Fred, il va être content avec ça. Je sais, on rit des chatbots, mais j'ai téléchargé un autre e-book parce que je trouvais ça cool. Il y avait un bouton Download with Messenger. Alors, j'aime les innovations, puis je me mets tout le temps à les tester pour le plaisir. Puis le gars s'est mis à m'écrire sur Messenger. Je trouvais ça le fun, surtout en B2B. Mais je trouvais ça tellement awkward. J'avais l'impression qu'il essayait de se prendre pour mon ami. Hey, il me souhaite vraiment une belle journée. Il espère. Puis, tu sais, il y a des réflexions à avoir sur comment qu'on fait du marketing, puis comment qu'on crée des innovations en pensant à l'utilisateur. Regarde, mes parents sont rendus sur Messenger, tout le monde est rendu sur Messenger, on l'utilise, on s'améliore, on est rendu des passionnés de Messenger. Honnêtement, j'ai dû recevoir 25 messages pendant que j'étais à la conférence. Donc, ça devient un peu addictif. Mais qu'est-ce que j'adore, c'est qu'est-ce que HubSpot ont fait. Je peux partager des parties de leur article de blog par Messenger à des amis. Nombre de fois que ça m'est arrivé à des collègues de travail de dire « Hey, voici un lien, va lire tel blog sur le SEO. » Ouais, on le voit mal, là, mais dans le coin en bas à gauche, ils ont vraiment une petite icône de Messenger, donc tu cliques là-dessus puis ça l'envoie à personne. Tu peux sélectionner le texte puis l'envoyer directement à personne. Donc, je pourrais juste envoyer une quote. Moi, je trouvais ça fantastique parce que c'est la vraie utilisation de comment qu'on devrait intégrer Messenger dans un modèle B2B. Parce que le nombre de fois que dans les entreprises que j'ai travaillé, ils utilisent tout Skype for Business, ils ont peur de Slack. Donc, on finit tout par se créer des groupes sur Messenger puis se parler à l'extérieur des réseaux d'entreprise. Donc, le fait d'avoir un plugin de même dans des sites B2B qui me permet de partager de l'information à mes amis, bien, ça pourrait s'appliquer aussi en e-commerce. Bien, je sais que je parle tout le temps de Canac, ma blonde vient d'acheter 4 lustres chez Canac. Elle est allée prendre le lien de la page puis elle me l'a envoyé sur Messenger. Voici le lustre, il serait vraiment beau au-dessus de notre table de cuisine. Ton père vient en fin de semaine, il pourrait l'installer. 2 minutes, OK. Donc, elle me l'a envoyé comme ça, mais s'il y avait un plugin sur le site de Canac qui aurait pu juste cliquer puis me l'envoyer sur Messenger, elle l'aurait sûrement fait. Puis ça, c'est des innovations qui sont beaucoup plus au niveau UX puis qui sont intéressantes puis qu'on pense à l'utilisateur. Donc, tout le modèle de HubSpot, il ne faut pas le voir. Oui, il faut attirer des visites. Oui, il faut convertir, mais ce n'est pas un fil conducteur. Tu sais, j'ai dû lire des heures et des heures du contenu de Robbie Richard. Je le trouve super intéressant, super pertinent. Puis j'ai l'impression que la moitié de la salle vont aller le lire ce soir puis vont se poser des questions sur qu'est-ce qu'il y a à dire s'il y a un conférencier, le parler de lui pendant 30 minutes. Mais je crois vraiment que
ça fonctionne tout mélangé. Puis c'est là que le UX il est important. Je pense pas que le UX est une petite ligne bleue en plein milieu du marketing numérique. Je crois que le UX doit être une compétence transversale pour le monde de SEO, pour les rédacteurs. Tout le monde doit penser à l'utilisateur, puis tout le monde doit penser comment optimiser l'expérience pour le client. Merci.